Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Prise de bec entre Shakil Mohamed et Eshan Juman à Kanyolof dimanche dernier, à l'origine un article de Sunday Times sur la gestion du dossier Hajj par l'Islamic Cultural Center. Faisal Diloussen porte plainte à la FCC contre l'ICC. L'ancien membre du conseil d'administration a remis plusieurs documents aux enquêteurs sur des irrégularités relevées par un comité d'enquête sur les visas du Hajj. Le versement des heures supplémentaires aux employés des hôpitaux publics est retardé à cause d'une dette de plus de 100 millions de roupies envers 2 établissements hospitaliers indiens. Anil Bechu indique que le paiement sera effectué progressivement. En un an, la demande d'électricité à Maurice a grimpé de 40 MW, en record selon le CEB, en ce jour dédié à l'énergie. Pensons consommer moins, mais mieux. Reportage à suivre dans cette édition. Et puis Agalega se prépare à Tchengué, l'île vit dans l'angoisse, les habitants anticipent le pire. Confrontation verbale entre le ministre Shakil Mohamed et le député Eshan Juman lors d'une activité médicale à Kanyolof dimanche dernier. À l'origine, un article du Sunday Times portant sur la gestion du dossier Hajj par l'Islamic Cultural Center. Le ministre Mohamed aurait reproché à Eshan Juman de se cacher derrière ce journal pour l'attaquer régulièrement. Selon des témoins, la tension est montée d'un cran. Shakil Mohamed aurait traité le député Juman de frustré et ce dernier aurait répliqué en le qualifiant de ministre incompétent. Florence Alexandre. C'est lors d'une activité médicale que cette confrontation verbale aurait eu lieu au centre communautaire de Kanyolof dimanche. Selon plusieurs sources, l'altercation entre le ministre Shakil Mohamed et le député Eshan Juman aurait été déclenchée par un article paru dans l'hebdomadaire Sunday Times le même jour. Article portant sur la gestion du dossier Hajj par l'Islamic Cultural Center. Le ministre Mohamed n'aurait pas digéré le contenu de cet article et aurait exprimé son mécontentement. Cela me porte préjudice. Chaque semaine, aurait-il reproché à son colistier de la circonscription numéro 3. À son tour, le député Juman lui aurait répondu qu'il n'y était pour rien. Les témoins présents lors de l'événement rapportent que la tension est rapidement montée entre les deux hommes. Shakil Mohamed aurait accusé Eshan Juman d'être, je cite, un frustré. Le député aurait aussitôt rétorqué en traitant le ministre d'incompétent. Contactés, les deux hommes se sont refusés à tout commentaire. Faisal Diloussen porte plainte à la Financial Crimes Commission. Cet ancien membre du conseil d'administration de l'Islamic Cultural Center évoque une série d'abus et de fraudes présumées au sein de l'institution. Il a d'ailleurs remis plusieurs documents aux enquêteurs. Sa plainte intervient après les graves irrégularités relevées par un comité d'enquête autour de l'octroi de visa pour le Hajj par l'ICC. Au FCC pour concrétiser nos déclarations concernant demande fraude, favoritisme, conflit d'intérêt, abus qui va continuer dans l'ICC concernant online registration, sélection Haji. On fait remettre plusieurs documents et qui est lié à nos déclarations. Ça fait une forme que l'État au moins de transition là. Un document qui fait conflit d'intérêt, une fausse garantie bancaire, qui fait une donnée qui fait accepter pour un officier et on fait aussi dénonce un officier qui fait une approuve un visa fraude. Cap à présent sur une simulation d'un scénario catastrophe qui s'est joué ce matin sur le tarmac de l'aéroport de Plaisance. Fireball 2025, un exercice grandeur nature a simulé le crash d'un avion d'une compagnie fictive, Vulture Air, avec 48 personnes à bord. Une opération menée comme si c'était bien réel. Objectif testé en conditions quasi réelles, la capacité de réaction et de coordination de toutes les équipes d'urgence mobilisées. Rajini Panchu, Mervyn Beaton. Ce mercredi matin, le tarmac de l'aéroport international Sir Siusagar Ramgoolam est le théâtre d'un scénario catastrophe. Fireball 2025, un exercice grandeur nature, a simulé le crash d'un avion d'une compagnie fictive, Vulture Air, avec 48 personnes à bord. L'alerte est donnée à 11 heures précises. Moins de 5 minutes plus tard, les premiers véhicules d'urgence sont déployés sur la piste. Le plan d'urgence aéroportuaire est activé dans son intégralité. Plus de 200 intervenants issus de 30 organisations participent à cette opération coordonnée. Parmi eux, la police, l'SMF, les services d'incendie et de secours et le ministère de la Santé. Un véritable balai d'unités spécialisées pour tester la capacité de réaction face à une catastrophe aérienne. Dans le Crisis Management Committee, nous prenons une décision un peu plus complexe. Par exemple,
Si nous besoin fermer l'aéroport à cause d'un accident, ben nous besoin prendre une décision, nous besoin informer une autorité concernée, une higher quarters comme le Prime Minister's Office, comme la DCA. Donc tout ça faire en concertation avec différents membres du Crisis Committee. Dans le Crisis Committee, il y a l'aéroport, AML, il y a DCA, il y a service du police, SMF, il y a médical, il y a différentes organisations comme l'environnement, comme Radiation Protection Agency, parce que tout ça là, il a un rôle spécifique à jouer. Et comme on me dit, ça c'est une décision plus stratégique qui nous prend dans ce comité-là. Des observateurs indépendants ont également suivi chaque étape de l'opération afin d'évaluer l'efficacité du dispositif. Leurs recommandations viendront renforcer encore davantage les protocoles de sécurité. Premièrement, c'est un exercice de simulation dans un cas d'urgence. Là, c'est un appareil avion qui crash dans l'aéroport sur Airfield. Cette simulation-là, il y a un exercice très important pour permettre nous l'aéroport reconnu internationalement par une institution qui donne nous les certificats nécessaires pour que nous opère un avion, opère un vol qui rentre et sortit. Au-delà de la maîtrise technique, Fireball 2025 a aussi permis de tester les procédures d'accueil et d'assistance aux familles, un élément clé en cas de véritable catastrophe. Fireball 2025 n'était qu'une simulation, mais la réactivité et la coordination observées aujourd'hui démontrent toute l'importance d'une préparation rigoureuse, car dans une vraie urgence, chaque seconde compte. Pendant ce temps, un document interne de l'AML revient sur l'atterrissage du jet privé de Mamie Rabatomang à Plaisance le 11 octobre dernier. Il s'agit d'un compte-rendu détaillé des événements, un atterrissage qui avait même mis le Deputy Prime Minister hors de lui. Dans la foulée, Paul Béranger avait organisé une conférence de presse pour évoquer certains détails à Louis Sangili. Le 11 octobre, un vol privé opérant sous le nom de Transocean Airways atterrit à l'aéroport international SSR de Maurice en provenance de Madagascar. Ce vol, qui avait pour but un déplacement touristique, a utilisé un Cessna Citation 560 XL et un vol de retour est déjà programmé pour le 11 novembre prochain. Peu avant 23h, Air Mauritius reçoit une demande de Jet Prime Operations, le prestataire local de gestion au sol, pour obtenir une autorisation de vol. À 23h25, le Department of Civil Aviation, le DCA, a contacté MK afin de confirmer la disponibilité de l'aéroport et vérifier la faisabilité opérationnelle du vol. Moins de 10 minutes plus tard, Air Mauritius confirme qu'il n'y a aucune objection à l'atterrissage, après avoir vérifié la disponibilité des espaces sur le tarmac et des créneaux de stationnement. Quelques minutes après, à minuit 28, le DCA a officiellement approuvé le vol, envoyant une Clearance Flight Approval à Transocean Airways, autorisant ainsi l'avion à atterrir sur notre sol. L'atterrissage s'est effectué sans incident à minuit 45 et l'avion a été dirigé vers le B47 où les passagers ont été accueillis et transférés vers leur lieu de séjour, le personnel navigant se dirigeant vers l'hôtel Holiday Inn de Plaisance. Cependant, bien que le vol ait été autorisé, des tensions ont émergé à cause de quelques retards dans la coordination des documents nécessaires. À un moment donné, l'avion a dû être temporairement mis en attente près de la piste en raison de l'absence de la validation finale de l'immigration. Ce retard a été rapidement résolu et le vol a pu atterrir en toute sécurité sans autres complications. Alors qu'une assistance mutuelle est sollicitée par le nouveau régime malgache dans le dossier de Mamie Rabatomang, des documents qui circulent démontrent que l'homme d'affaires malgache a déjà fait l'objet d'une enquête internationale bien avant les récents développements. C'était en 2018 dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire formulée par la justice française, alors engagée dans une enquête pour blanchiment d'argent, corruption et enrichissement illicite. Pas moins de 5 banques à Maurice étaient concernées. Achanuk Chedirabo. L'affidavit déposé en 2018 par le bureau de l'Attorney General démontre que Mamie Rabatomanga était déjà dans le collimateur des autorités à Maurice. Sur la base de ce document, la Cour suprême avait alors émis un Evidence Gathering Order ordonnant à 5 grandes banques mauriciennes, Fraser Bank, State Bank of Mauritius, Bank One, Standard Bank et Banque des Mascareignes de lever le secret bancaire et de transmettre tous les relevés et documents relatifs aux comptes liés à l'homme d'affaires controversé et à ses associés. L'ordre couvrait la période de 2010 à 2017
2018 et visait à retracer les liens financiers entre Ravatomanga et plusieurs sociétés immatriculées à Maurice soupçonnées d'avoir servi de société écran pour transférer ou dissimuler des fonds. Cette démarche judiciaire avait été initiée à la demande des autorités françaises. Cela démontre que les soupçons entourant Mami Ravatomanga ne datent pas d'hier. Les autorités mauriciennes avaient déjà été sollicitées pour coopérer à une enquête internationale sur ses activités financières. L'affaire, selon nos informations, avait finalement été classée. Changeant de registre, fin de cavale pour Jonathan Christophe Beauzieux, évadé mardi de la prison verte de Richelieu. Le détenu de 20 ans a été arrêté ce matin. Il s'était enfui la veille alors qu'il travaillait à l'unité de transformation de poissons de la prison. Une opération menée par la CID de Petite-Rivière et la DCIU a permis de le localiser. Originaire de Cité-la-Ferme à Bambou, Jonathan Beauzieux purgeait une peine de 9 mois de prison pour vol avec effraction et devait être libéré en janvier prochain. Il risque désormais une nouvelle accusation pour évasion. Une dette dépassant le milliard de roupies pèse actuellement sur le ministère de la Santé. Parmi les montants dus, environ 100 millions de roupies concernent 2 établissements hospitaliers en Inde où des patients mauriciens avaient été envoyés pour des traitements sous le précédent régime. Affirmation d'Anil Béchou en réponse aux questions de la presse sur les heures supplémentaires impayées au personnel hospitalier. Le ministre intervenait à l'issue d'une cérémonie d'accueil pour les aspirants infirmiers organisée au Rabindranath Tagore Institute à D'Épinay. Il a précisé que les paiements seront effectués de manière progressive. On les a dit aux autres qu'il y a un ministère qui a hausse 1,2 milliard de roupies de dette dans quitter zonari pour nous rembourser tout ça là overnight. Ce n'est pas facile pour un patient étranger qui nous envoyé. Depuis 2019-2018, je ne peux pas payer. Fini, on va les patients de haut, l'hôpital de haut, connaît combien de pays de Maurice, combien de reproches nous va payer. Ça aussi, mon président fait provision payer. Et nous pouvons payer. Et là, l'hôpital nous doit 50 millions de roupies. 50 millions de roupies, ça aussi un grand hôpital Tata. L'hôpital Manipal nous doit 50 millions de roupies. Maintenant, Apollo, Bombay, on peut trouver, nous doit un autre 50 millions de roupies. Ça, pas nous, ça. Pas nous qui ne fait ça. Mais pas besoin de rembourser tout ça là. Et puis, nous tenons presque 1,2 milliard de roupies overtime pour un staff dans l'hôpital. Doucement, doucement, comment nous payons un papier, nous pouvons payer. Nous pouvons payer. Tous les jours, nous pouvons payer, puis aller même. Et non, retard, on ne peut pas dire ou non. Mais seulement, overnight, pour moi, redresser tout ce qui ne pas faire dans 10 ans, difficile. Toujours sur le plan local, le courant passe et il passe fort à Maurice. En un an, la demande en électricité a bondi de plus de 40 mégawatts. Selon les chiffres du Central Electricity Board, un record jamais atteint sur une période aussi courte. Pour donner un ordre d'idée, 40 mégawatts, c'est l'équivalent de la consommation d'environ 15 000 foyers mauriciens alimentés simultanément. Le réseau a d'ailleurs frôlé les 567,9 mégawatts en février dernier, contre 525 mégawatts à la même période. En 2024, en cette journée mondiale de l'énergie, il est plus que jamais nécessaire d'adopter les bons réflexes pour consommer moins, mais mieux. Reportage signé Pascal Joly et Rukaya Korimbo-Kastrafik. Les climatiseurs ronronnent, les appareils électroménagers, alliés de notre quotidien, tournent à plein régime et le compteur s'emballe. Un monde ultra connecté où tout passe par l'électricité, confie Nasrine Boudou, habitante de Plaine Verte, où elle gère aussi en commerce. Moi, la vie évolue, c'est-à-dire quand nous levons, nous allons au boulevard, nous servons micro, nous servons aircon, surtout pour lui, même l'hiver, nous allons aircon. Mes enfants contents de dormir dans l'aircon, fait très chaud. Mais côté bill aussi, l'été, surtout bill augmenté, doublé, triplé. Disons, moi, dans le magasin, les 2 billes parfois viennent 8 000. Certains choisissent d'alléger leur empreinte énergétique. William Wong a installé des panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison à Baie-du-Tombeau. D'une façon ou d'une autre, c'est un élan patriotique de contribuer, et surtout dans l'énergie renouvelable. Comme l'énergie solaire, c'est une énergie propre. Surtout ici, comment vous trouvez là, le soleil qui nous peut gagner là, dans Baie-du-Tombeau et même dans un endroit côtier, c'est un plus. Le programme, c'est 428. 428, vous pensez que c'est ça? Parce qu'il y a déjà 442 déjà. 450. À la control room du CEB à Cure-Pipe, chaque fluctuation sur le réseau est suivie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Derrière chaque ampoule qui s'allume, une demande qui grimpe. Pour éviter la surcharge, Damodar Dossia, ingénieur principal au CEB, recommande des gestes simples. Nous demandons à la population de prendre certaines mesures très simples
Par exemple, si on a la lumière dans la chambre, qui ne pas servir, dans la case, ne pas servir, on a la lumière là, surtout entre 6h à 9h. Si vous êtes capable de régler votre aircon entre une température 25-26 degrés, il y a aussi une fois un équipement qui est au stand-by. Par exemple, on a un équipement qui est connecté à un charger portable, on a un microwave, on a un four, il est capable de pas servir à ce moment-là, mais ce prise courant est toujours connecté avec socket. Débranche ça mon appareil là. Vous êtes capable d'éviter de mettre l'auto électrique charge entre 6h à 9h, mettez charge après 9h. Le CEB poursuit sa campagne de sobriété énergétique avec un système d'alerte. Vert, situation sous contrôle. Jaune, la marge de manœuvre se rétrécit. Et rouge, critique, avec un rappel que le défi est collectif. Direction Agalega à présent avec la forte tempête tropicale Chenghe qui s'approche de l'île. Les habitants redoutent le pire encore marqué par le passage du cyclone Chido en décembre dernier. Ils s'activent pour préparer. Certains tentent bien que mal de consolider leur maison, tandis que d'autres font des réserves de produits essentiels. Une délégation d'habitants a rencontré d'ailleurs le Residential Manager pour exprimer leurs craintes et réclamer des mesures de sécurité renforcées. Ils déplorent toutefois l'absence d'un système d'alerte cyclonique officiel comme à Maurice et Rodrigue qui leur permettrait d'être informés en temps réel de l'évolution de Chenghe. Quelques habitants se sont confiés à Arissa Pirali. Les enfants pas encore finir l'école même pas encore finir depuis studio. Les la construction une bizarre arrêtée pour seulement les autres la case, pour repasse coulou, pour solidité la case pour renforcer nous. Je suis avec le général manager qui gagne rencontre, tu peux dire nous qui nous a fait, qui pas bien faire. Situation là, on pouvait demander pour formation de disposition et même du côté d'un petit gradé, c'est vraiment de disposition en même temps une réunion là, ils ont réunion et c'est pas mal de dispositions pour évacuer la population des municipes parce que pour nous il y a des ce qui nous peut en délit grave. Si le problème nous peut aucune manque de sécurité comment dire annonce nous quand c'est arrivé cyclone là on comprend nous peut manque de cyclone nous peut et comment demain ici poser demain cyclone tout passer mais dans l'école demain. Ça cyclone se sont passés près avec Agalega mais il faut un problème parce que rafale là c'est vraiment sur l'intensité pour faux. Mais j'espérais que ça cyclone n'a pas fait beaucoup de dégâts ici dans l'île. Au niveau international, la Nouvelle-Calédonie, au cœur d'une confrontation parlementaire, le report des élections provinciales provoque un affrontement politique à l'Assemblée nationale où les stratégies de blocage et de manœuvres procédurales s'enchaînent. Ne pas voter cette proposition de loi est susceptible d'ouvrir la porte à la crise en Nouvelle-Calédonie. On risque de fragiliser effectivement les relations, et pas seulement d'État à parti politique, mais entre les élus eux-mêmes. Vous savez bien que la signature de l'accord de Bougival a ravivé un espoir auprès de la population calédonienne. C'est vrai que tout le monde n'est pas à la table des discussions aujourd'hui, même si une grande majorité des partenaires politiques, il faut le rappeler, il faut le redire, ont bien décidé de s'engager dans ce processus, mais disons les choses, effectivement, le FLNKS n'est pas à la table. Le gouvernement souhaite ramener le FLNKS. Je l'ai dit, ça a pu m'être reproché par ailleurs. J'ai dit que je ne souhaitais pas faire sans le FLNKS, pourvu que le FLNKS ne fasse pas sans les autres partis. Je continue de penser qu'un chemin est possible, mais ce chemin n'est possible que dans le consensus. Est-ce que Bougival doit être détaillé? Est-ce que Bougival doit être précisé? Je ne demande qu'à ce que nous ayons le débat. C'est une question de responsabilité qui se posera tout à l'heure pour qu'une fois encore, l'Assemblée nationale puisse trancher. Et puis en Suisse, une course à dos de vaches réservée aux femmes à Flumserberg, station nichée au cœur des montagnes. 9 vaches et leurs cavalières ont pris part dimanche le départ du Grand Prix de la Vache. Das Bühne selber ist nicht wichtig. Das Mitmachen ist wichtig. Das Bühne ist nicht wichtig. Also angefangen hat eigentlich alles, die Alpen hier in der Region Flumserberg haben einen Markt organisiert, um die Alpprodukte zu verkaufen. Und dann war die Idee, dass wir irgendwas ein Highlight für die Zuschauer machen sollten.
Und da haben einige Bauernfrauen die Idee gehabt, man könnte ein Kuhrennen machen mit Reiten. Und die Männer fanden das gar nicht so gut oder sei zu schwierig. Und dann haben die Frauen im Heimlichen trainiert. Und darum dürfen momentan auch nur Frauen reiten. Die Kuh muss jung, spritzig und schnell laufen, schnell springen. Also auf einer Kuh, es ist einfach, wie soll ich sagen, es ist ganz anders als auf einem Pferd. Es ist, ja, es ist unberechenbarer, das Ganze. Man muss sich wirklich festhalten. Man kann die Kuh nicht lenken. Das ist der große Unterschied. Und man hat auch nicht so einen bequemen Sattel. Das ist auch noch. On se retrouve après la pub. Découvrez une hydratation incomparable. Nivea Body Milk. Désormais enrichie en acide hyaluronique pur à 100%. Une hydratation encore plus longue durée. Quand notre peau est éclatante, nous nous sentons plus confiants. Ici et là. Nouveau Nivea Body Milk avec acide hyaluronique. Votre peau à ressentir pleinement. Nivea pour la peau. Passons à présent à la deuxième partie de notre édition. Ce soir, nous nous intéressons au secteur de la santé publique. Nous avons avec nous Girish Singh Gopal de la Government Services Employees Association. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc d'abord, pour commencer, au capable, explique-nous aujourd'hui c'est quoi la situation réelle de l'hôpital public et sur le terrain. Nous connaissons un manque de personnel. Tout récemment, fini un non-paiement des heures supplémentaires et la GSEA d'abord qui sollicite l'intervention des autorités. C'est bien cela? Évidemment. Effectivement, il y a un gros problème de manque de staff, que l'on veut dire, et qu'en plus de ça, il y a aussi un grand problème de non-paiement de overtime. Mais la situation concernant overtime, les varie, et dans certains cas, il y a un overtime qui ne finit pas, mais pas fin de l'autorité pour payer. Dans certains cas, l'autorité n'est pas, c'est-à-dire l'autorité pour faire overtime n'est pas, et éventuellement overtime pas encore payé. Mais dans les autres cas, l'autorité ne finit gagner, overtime ne finit faire, mais il y a un problème de processing, d'administration, quand overtime pas payé. C'est pourquoi je dis qu'en gros, le problème de non-paiement d'overtime dans le secteur de la santé, les varie. Et éventuellement, concernant cela, la GSEA
il avait tout récemment, il avait encore une représentation dans sa direction-là, pour la bonne et simple raison, parce que nous représentons une bonne quantité de membres dans différents grades. 50 plus grades nous représentés dans le ministère de la Santé et qu'il y a une bonne quantité de grades parmi ces grades que nous représentons là. Je peux faire face à cette situation-là et éventuellement, nous faisons une demande au ministère de la Santé. Premièrement, nous apprise, encore une fois, nous informons qu'il y a toujours le problème de overtime qui pose problème. Nous pouvons toujours recevoir beaucoup de doléances, beaucoup de grievances depuis nos membres dans cette direction-là. Et éventuellement, nous aussi propose une solution. Et c'est-à-dire, nous disons premièrement, il est important comprendre les différents issues related avec non-paiement de overtime. Et que nous proposons au ministère de la Santé pour faire un diagnostic, un survey de la situation, pour comprendre quel est le problème, qui qualité situation était dans la réalité. Éventuellement, nous aussi dire comme ça que Bizin trouve une solution pour payer overtime. Et le secteur de la santé, c'est un secteur, c'est un ministère coûte overtime définitivement pour y avoir tous les temps. De ce fait, nous devons trouver une solution durable et sustainable pour capable continuer donner un service de qualité dans le ministère de la Santé. Ouais. D'accord, très bien. C'est un petit peu ça, en gros. Girish Singopol, nous avons l'idée d'anticiper le retour de paiement de Psaman Heure Supla, l'IPP assisté depuis combien de temps, et comment ça peut affecter un petit peu le personnel soignant? Et comme on dit, mon service ATM là, il voyait. Il y a certaines overtime qui ne pas fini payer depuis l'année dernière. Il y en a certaines depuis au début de l'année. Certaines mi-salannée là, à partir de mi-salannée là, pas beaucoup payé. Comme on peut dire, la situation n'est pas pareille partout, dans tout cas. Mais le problème commun, c'est qu'il y a un problème qui n'est pas payé overtime. Déjà, il y a un grand manquement de staff. Et dans la réalité, nous avons un grade qui peut faire travail 2 ou 3 dimanches, mais from a realistic point of view, nous trouvons que je peux faire travail 2 ou 3 dimanches, mais comme nous connaissons, la paye peut gagner pour un seul dimanche. En plus de ça, overtime qui peut faire, ça, si pas payer comme un bizarre, peut payer en retard. N'a pas oublié, un dimanche peut travailler avec l'intention de gagner un petit casse en plus. Et je peux faire sacrifice, je peux donner les temps personnels pour travailler avec l'intention et pour qu'il y ait une disruption dans le service. Et que moi saisis l'occasion de dire comme ça, qui bien sûr nous reconnaît la contribution de tout ban grade dans le ministère de la Santé. Mais c'est vrai de faire ressortir aussi qui pénalise médecins et nursing officers qui travaillent dans le ministère de la Santé. Il y a beaucoup les autres grades. Et c'est ça c'est comme ça que la GSU a come into the picture, comment nous dire, parce qu'ils nous représentent, ça les autres grades-là qui portent assistance et qui sans eux, pour y avoir une disruption dans le service. Et en plus de ça, je peux faire overtime et je ne peux pas payer overtime là dans l'air ou bien pas payer depuis bien longtemps. C'est un petit peu ça, l'élément de réponse aux questions. D'accord. Et ce matin, nous trouvons que le ministre de la Santé il évoque un recrutement insuffisant sous l'ancien régime. Est-ce que cette explication-là est suffisante? Et nous connaissons que le manque de personnel il pas touche que certaines grades dans ce métier-là, mais il y a plusieurs corps de métiers qui touchaient aussi. Bien sûr. Nous là pour représenter l'intérêt des travailleurs, mais nous finissons remarquer que ce soit un ancien budget qui nous fait, ou bien tout récemment, provision, comme on aurait dit, bien sûr, provision a été faite pour certaines catégories de travailleurs dans le ministère de la Santé, mais on remettre l'emphase là où ça, il y a beaucoup de grades dans la santé, il n'y a pas une qualité de grade. Le recrutement, nous avons été dans cette globalité, dans tout département et tout secteur. Le recrutement, nous avons fait dans tout département. Et je remercie le ministre qui donne un élément pour soutenir qu'il y a un problème de non-paiement de overtime. Mais nous là, pour donner une bonne contribution, pour attirer l'attention
devant l'autorité dans le but pour trouver une solution parce que nous syndicalistes, nous l'union, nous représentons travailleurs et nous là pour défendre l'intérêt des travailleurs. Et il est normal que nous puissions voice out les grievances qui nous gagnent depuis nous membres. Et c'est ce qui nous peut faire. Girish Singopol, selon vous, qui une réforme structurelle bien engagée pour stabiliser bien sûr le système hospitalier? Je pense pour and foremost, comment nous dire, communication is the lifeblood of an organization. Je pense nous, les syndicalistes, nous courons dans le dialogue et éventuellement, nous représentons plusieurs grades. Mais donne-nous l'opportunité, dedicated meetings, éventuellement, que nous sommes capables, assis sur la table de négociation, la table, que nous sommes capables de faire une proposition dedicated depuis nos grades. Et bien sûr, il y a un travail derrière ça. Il n'y a pas un élément de réponse qui m'a amené. Moi, je cours dans le dialogue, je cours qui besoin d'une canalisation de une proposition de différents grades dans le but de trouver une solution. Nous connaissons qui, dans certains cas, fait appel à un retraité ou sous contrat. Est-ce que c'est une solution temporaire ou c'est un pansement loin qui plus profond? Oui et non. Et il y a un dialogue qui dit « something is better than nothing ». Vu la situation, côté d'un manque accru, bien sûr, il peut servir comme un panadol. Mais est-ce qu'il, in the long run, il peut durable? Est-ce que c'est une sustainable and durable solution? Je pense qu'il y a un élément de réflexion dans sa direction-là. Définitivement, en même temps, bien sûr, pour pallier la situation, il est OK. Mais en même temps, il y a un recrutement. Le recrutement, ce n'est pas juste dans le ministère de la Santé. Recrutement across the board. Tout le ministère, le plus grand problème de ban public officers, de ban département du gouvernement, c'est manque de staff, y compris le ministère de la Santé. Et la GSEA... Et le ministère de la Santé, oui. La GSEA, justement... Sorry, allez-y. Excuse-moi, allez-y. Non, sinon, monsieur le ministère de la Santé, c'était... Demandez-vous après me causer. Oui, justement, M. Pédémanou, la GSEA, qui se piatane concrètement du gouvernement dans les prochains mois. Ce matin, nous trouvons que le ministre de la Santé, l'India comme ça, qui a une dette laissée par plus d'1 milliard de roupies pendant l'ancien régime, du peut-être laisser les torts pour le travail, et autres qui se piatanent concrètement, une solution qui est amenée dans ce secteur-là. Et c'est bon de faire ressortir, nous finissons d'apprendre que le budget pour overtime est diminué. Mais je pense qu'il y a une special case, une demande spéciale au ministère des Finances pour alloquer, pour donner additional funds pour capable de sustain overtime. Et je pense que c'est une grosse solution à ce problème-là. Et je peux dire aussi que le ministère de la Santé lui donne un service extrêmement essentiel. Nous devons mettre la tête ensemble dans l'intérêt, pas juste des travailleurs qui travaillent dans le ministère de la Santé, mais surtout service qui les rendent la population. Ouais. Et Girish Singopol, avant qu'il nous termine, quel message ou envie adresse à un jeune qui peut envisager faire une carrière dans le secteur de la santé? Et moi, je vous ajoute, bien sûr, pense pour ce pays, parce que service de la santé, dire ce que vous voulez, le nombre de personnes qui viennent dans l'hôpital, dans le centre de ministère de la Santé, pour gagner un soin médical, est énorme. Et nous avons besoin d'une dynamique pour capable d'un service de qualité. Et bien sûr, je vous ai dans la direction-là, et en même temps, c'est besoin l'encadrement qui est besoin. Et pour capable encourager les jeunes, encore plus les jeunes, viennent dans sa direction-là, viennent dans ce secteur-là. Voilà. Girish Singopol, en tout cas, merci beaucoup pour l'intervention avec nous ce soir. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Donc voilà ce qui nous amène à la fin de cette édition. Merci infiniment de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.